tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire intitulé « Quelle infrastructure IT pour protéger les données des collectivités ?» Les collectivités, tout comme les organisations, cela ne nous a pas échappé, sont confrontées à une vague intense de cyberattaques. Et justement, pour se protéger, les collectivités doivent être capables de disposer et de construire un SI résistant, capable de résister à ces cyberattaques, d'un côté, et puis aussi elles doivent avoir un SI qui permet de protéger d'une part les données des agents et également les données des citoyens. Alors, pendant ce webinaire, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions. D'abord, comment construire un SI résilient ? Et puis ensuite, nous verrons quels outils et quelles solutions les collectivités doivent-elles déployer pour justement protéger les dites données. Pour répondre à toutes ces questions et bien sûr à d'autres, j'ai avec moi aujourd'hui le plaisir d'avoir 3 intervenants. Je vais commencer par ceux qui sont sur le plateau. Alors, j'ai avec moi Jean-Michel Benito, directeur commercial d'Orange Business Services. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Thomas. Et à ma droite, Philippe Carpentier, directeur service et intégration chez Orange Business Services. Philippe, bonjour. Bonjour Thomas. Et à distance, Cyril Camarella, partner sales spécialiste chez HPE. Cyril, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour messieurs. Alors, j'aimerais qu'on commence cette discussion d'abord par quelques éléments de contexte. Dans quel contexte IT évoluent les collectivités, notamment depuis le début de la crise, et quelles problématiques, Jean-Michel, rencontrent-elles ? Elles rencontrent plusieurs problématiques. Elles ont dû servir depuis maintenant plusieurs années, justement les citoyens, par rapport à des nouveaux besoins. Des demandes de passeport, des demandes de carte d'identité en 24/7, donc des systèmes d'information qui doivent maintenant plus du tout s'arrêter. Et vraiment fournir aux citoyens un système utilisable en 24/7 et, pendant cette période de pandémie, aussi avoir la possibilité que des agents puissent télétravailler, voire donner du service à distance. Ce qu'on a pu aussi nous rencontrer, malheureusement, dans cette période de pandémie, c'est vraiment beaucoup d'attaques. Des cyberattaques, du ransomware par rapport à plus de 150 communes, par exemple en France, qui ont été attaquées et qui ont perdu leur système d'information, soit totalement, soit partiellement. Quand vous dites perdu, Jean-Michel, ce sont des données qui aujourd'hui ne sont plus récupérables. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus, peu importe ce qu'on fait, notamment si on négocie, ce qui n'est absolument pas recommandé avec les pirates, aujourd'hui ces données, elles ne sont plus du tout récupérables. Elles sont totalement effacées, totalement détruites par cette cyberattaque. Et malheureusement, même si avec nos équipes d'ingénieurs, on a essayé de restaurer une partie de ces données, malheureusement, ce patrimoine a été perdu. D'accord. L'un des gros défis que rencontrent les collectivités, je le disais en introduction, tout comme les organisations, c'est également celui du ransomware. Comment est-ce qu'aujourd'hui les collectivités y sont confrontées ? Et alors on le dira tout au long de cette émission, mais quel type de réponse elles peuvent être amenées à adopter, à déployer, notamment par des entreprises comme la vôtre, pour mieux s'en protéger ? Justement, la partie ransomware fait ressortir des besoins simples. Sauvegarder ses données, répliquer ses données, avoir plusieurs sites de production, pour permettre justement, en cas d'attaque, que l'ensemble des données ne soient pas détruites. Avoir une possibilité aussi de sauvegarder à distance chez des acteurs comme nous, qui fournissons, on va dire, du service de cloud, par exemple. En cas d'attaque, prémunir la corruption de ces données. Et vraiment avoir un catalogue de services le plus pertinent possible pour, en cas de problématique, avoir le minimum d'impact, le minimum de perte de données et aussi le minimum de perte de services. Où en sont les collectivités en termes de maturité ? Est-ce qu'aujourd'hui, vis-à-vis de ces questions-là, parce que là on parle bien sûr toujours du contexte, on sait qu'on a une croissance, on a une menace croissante. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des collectivités vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'aujourd'hui on a des collectivités qui sont bien conscientes de la dangerosité de cette menace ? Et est-ce qu'elles ont aujourd'hui, ça semble être le cas puisqu'elles font pour une partie d'entre elles appel à des organisations comme la vôtre, mais est-ce qu'aujourd'hui une grande partie d'entre elles ont cette maturité et commencent à avoir, j'ai envie de dire, une compréhension de ce qui se passe autour d'elles et de ce qui se passe notamment en matière de cybersécurité ? Ils ont, on va dire, appris au fil des années, justement, les éléments les plus indispensables. Ça veut dire, les collectivités, depuis maintenant une dizaine d'années, ont commencé à réfléchir, j'ai plusieurs sites de production, je sécurise mes données. En cas de problème, juste un incendie, un problème électrique, j'ai besoin que mon système puisse perdurer et reprendre sur un deuxième site. Donc elles ont acquis
cette maturité, avec malheureusement une des mauvaises expériences sur la partie ransomware, parce qu'on n'attend jamais de se faire attaquer, faut le dire, et on pense toujours que les sécurités qu'on a pu mettre en œuvre seront efficientes et nous permettra de rien perdre. En quoi on se trompe toujours lourdement? Malheureusement, oui. C'est ce qu'on a pu, on va dire, constater durant la dernière année avec justement Philippe. On a aidé un certain nombre de collectivités et on a récupéré des anciennes données, des anciennes sauvegardes, des anciennes réplications de données pour essayer de reconstituer le système d'information. Mais j'ai on va dire des clients, des collectivités qui ont pendant des jours et des jours perdu leur système, par exemple, de gestion de commandes ou de gestion budgétaire. Philippe, est-ce que justement ces cas de figure-là où vous avez travaillé avec des collectivités, est-ce que ça a permis de réveiller d'autres collectivités avec lesquelles vous aviez pu parler et qui se disaient finalement j'en ai pas besoin de ces systèmes de protection, mais au vu de ce qui s'est passé chez les voisins, j'ai besoin moi aussi de déployer des systèmes de protection efficaces? Tout à fait. Effectivement, un de nos enjeux, c'est quand on aide une collectivité, c'est de faire des retours d'expérience pour effectivement expliquer ce qu'on a fait, pourquoi c'est arrivé et comment se prémunir. Et effectivement, Orange, aussi par rapport à un peu un côté devoir sociétal, communique énormément auprès de ses autres clients pour faire des retours d'expérience, sans effectivement citer tel ou tel client, mais pour donner des retours d'expérience, pour vraiment anticiper et expliquer que ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Et on l'a vu effectivement par rapport à l'année particulière entre guillemets qu'on a traversée. L'enjeu, c'est vraiment prendre conscience que ça peut arriver chez nous, prendre conscience qu'il faut vraiment être prêt. Et pour être prêt, il faut avoir un plan. Pour avoir un plan, il faut le jouer, il faut le répéter, pour qu'une gestion de crise devienne, entre guillemets, quelque chose de banal pour une DSI d'un client. Et pas le dos rond, faire l'autruche, pas vouloir le traiter. Parce que quand on arrive, on ne sait pas comment traiter. Exactement comme un commandant de bord au niveau d'un avion ou un astronaute dans l'espace. S'il a un problème, il sait d'avance ce qu'il doit traiter. Se concentrer sur les solutions et pas le problème. Et c'est vraiment le maître mot qu'on essaye d'expliquer, de répéter à tous nos clients, collectivités et avec aussi nos partenaires, notamment HPE, pour justement les aider à se prémunir et anticiper effectivement la crise, sachant que le zéro crise n'existe pas. Donc l'idée, c'est de tendre, de faire des retours d'expérience, d'améliorer le système d'information, d'améliorer les bonnes pratiques chez le client. Mais l'idée, vraiment, c'est d'être prêt et éviter que des failles aussi grosses qu'une porte ouverte d'une maison restent ouvertes, quoi. Être prêt, donc, est-ce qu'aujourd'hui, et je reviens sur ce que vous disiez, Jean-Michel, sur la question des données des citoyens, on sait à quel point les collectivités ont informatisé, ont automatisé certaines des démarches. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont conscience que justement ces portails peuvent constituer des failles pour lesquelles, justement, elles ne sont pas prêtes, ces collectivités, à subir une attaque, à récupérer des données et surtout à remettre ces portails en marche? Parce qu'on peut imaginer que à des périodes comme celles qu'on connaît, rentrer des classes, il y a tout un tas de démarches qu'on a amené à faire. Eh bien, des portails qui sont bloqués comme ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce point-là, vous avez senti peut-être une envie particulière des collectivités d'avancer et de mieux protéger notamment tout ce qui a trait aux données des citoyens? Réellement, oui. Elles font appel à nous, Orange, on va dire au sens large, parce qu'on a une entité qui s'appelle Orange Cyberdéfense, qui est un peu connue et qui fédère plus de 1000 personnes maintenant, des ingénieurs spécifiques et experts dans la cybersécurité, et qui accompagne justement ces collectivités à définir, comme le disait Philippe, les plans de sécurisation des systèmes. Mais première étape, c'est déjà sécuriser les accès, comme vous le disiez. Le portail, il accède à un réseau, il accède à un système d'information. Si on ne prévoit pas des sécurités d'accès périmétriques, des firewalls, des systèmes qui empêchent, on va dire, une cyberattaque et on va dire un pirate de pouvoir rentrer, c'est quand même la première étape à avoir dans une collectivité. Et justement, ils reprennent de plus en plus de maturité par rapport à ça et ils nous demandent de mettre en œuvre vraiment des outils maintenant de plus en plus poussés pour déjà limiter les risques d'accès par rapport à ces portails citoyens et aux données, bien sûr, des particuliers.
Mais ces outils poussés, ces solutions justement pour mieux se protéger, ça tombe bien, vous m'offrez une belle transition, Jean-Michel, puisqu'on va en parler tout de suite avec Cyril, qui est de l'autre côté de l'écran. Quelles solutions technologiques, justement, on peut proposer aux collectivités pour qu'elles puissent être protégées beaucoup plus efficacement et en tout cas, d'une part, se protéger et aussi mieux répondre, être beaucoup plus résiliente et se relever beaucoup plus vite d'une attaque. Comment est-ce que aussi, également, autre question, comment est-ce qu'on les aide, notamment par ce type de solution, à construire un SI plus résilient ? Alors, ce qu'il faut prendre en compte déjà, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de sinistre informatique, dans l'IT, on parle de 3 grandes familles. On va parler de la famille, donc, ce qu'on va appeler bêtement la panne informatique, donc liée à du hard, à du soft, liée à une coupure électrique. Donc là, on va être sur des réponses qui vont être plutôt sur la résilience hardware-software de la solution. L'autre famille de sinistres aujourd'hui que les clients sur lesquels sont confrontés les clients, c'est tout ce qui va être sinistre d'ordre naturel, donc catastrophe, incendie, tout ce que Mère Nature va nous mettre comme problème. Et le dernier point, ce qui est vraiment en augmentation très forte, c'est ce qu'on va appeler l'action humaine. Alors l'action humaine peut être soit une erreur humaine, donc là on est vraiment sur un acte non malveillant, mais surtout ce que disaient tout à l'heure nos invités, c'est la partie erreur humaine volontaire, avec notamment toutes les notions de ransomware, donc la volonté d'aller créer un sinistre informatique dans une entreprise en attaquant les données propres de l'entreprise. Donc aujourd'hui, cet environnement de sinistre est de plus en plus impactant pour les clients. La perte de données est de plus en plus chère, parce que ça devient aujourd'hui la monnaie d'une entreprise. Et donc, pour cela, il faut être capable de positionner chez les clients différents niveaux de protection liés à, l'importance et à la structure de l'entreprise, et deuxièmement aussi à une capacité de pouvoir garantir une continuité d'activité, quel que soit l'incident que le client va être confronté. Alors juste quelques instants, j'aimerais juste vous reposer une question. Alors on a un slide qui va être proposé là justement qui va résumer les 3 types de dangers qu'on va retrouver. Il va arriver dans quelques instants. Est-ce qu'il y a un sinistre, je l'ai redit, la panne matérielle, l'action humaine et la catastrophe naturelle. Est-ce qu'aujourd'hui il y a, Cyril, un de ces sinistres qui est surreprésenté chez les collectivités ou qu'on trouve peut-être un peu plus que les autres ? Alors oui, aujourd'hui, ce qu'on va appeler la cyberdélinquance représente 70% des coûts de perte dans les entreprises françaises. Donc c'est vraiment là aujourd'hui où le focus doit être fait au niveau de la protection de la donnée, parce que c'est là où, à travers donc les ransomware, à travers la logique de payer pour pouvoir récupérer ces données, d'aujourd'hui les capacités qu'ont les hackers d'aller effacer de la donnée, d'aller la publier aussi sur le web, parce que faut pas s'oublier que le ransomware n'est pas forcément qu'une notion de paiement pour récupérer les codes, donc le décryptage qui a eu lieu sur votre donnée. Il y a aussi beaucoup aujourd'hui de hackers qui vont aller puiser de la donnée dite importante chez vous pour aller la publier sur le site internet. Alors, on se rappelle tous des notions de cartes de crédit qui sont volées sur des grandes entités pour être publiées sur le dark web. Donc aujourd'hui, la notion de délinquance, cyberdélinquance a une impact très forte sur les entreprises et donc sur les collectivités qui sont des cibles de choix pour les hackers. Vous aviez commencé à esquisser, Cyril, les différents niveaux de protection possibles, justement, pour éviter ce type de désagrément. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? Est-ce que vous pouvez justement nous présenter ces différents niveaux de protection qui peuvent permettre aux collectivités d'être victimes d'un acte malveillant ? Oui, alors sur le slide qu'on peut voir là, donc un rappel, j'ai entendu dire que tout le monde connaît cette approche, mais c'est important de se positionner dessus. Aujourd'hui, quand on parle de protection de la donnée, on a plusieurs niveaux de protection dans l'informatique. Alors forcément, plus on va être proche de ce qu'on appelle un T0, donc une capacité de répondre très rapidement à un incident sans perte de données et avec un temps de reprise très rapide, plus la protection va être chère, parce que ça a nécessité forcément l'implémentation de différentes ressources informatiques. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la copie locale, ce qu'on appelle le clone ou le snapshot, est un premier niveau de protection qui est vraiment très intéressant pour les clients, parce qu'il permet au moins d'avoir un retour arrière suite à un incident, notamment de ransomware, d'avoir une capacité de redémarrer l'architecture
avant la mise en place de la protection. L'autre protection qui est aussi aujourd'hui permet d'avoir une réponse très intéressante pour la partie protection de données, c'est la partie sauvegarde. Donc là, on va externaliser la donnée sur un support autre que l'architecture de production. L'objectif étant notamment de pouvoir restaurer tout ou partie d'une production suite à un incident, que ce soit un incident hardware, un incident de type incendie ou aussi un ransomware. Et après, on a les logiques de protection de la donnée avec une notion de réplication. Alors, soit asynchrone à travers un plan de reprise d'activité, soit en plan de continuité d'activité avec une réplication synchrone qui va permettre en fait aux clients de bénéficier d'une capacité de restaurer ou de redémarrer leur production sur un site distant ou sur une autre salle informatique qui n'aura pas été impactée par le sinistre en cours. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, cette approche-là, je veux dire, le marché informatique la connaît. Maintenant, la problématique, c'est comment la mettre en œuvre facilement, comment s'assurer qu'on n'est pas en train d'utiliser ou d'intégrer une usine à gaz, excusez-moi l'expression, mais c'est souvent ça. Hein. Voilà. Donc en gros, c'est comment automatiser au plus simple et au plus rapide ce type de protection et garantir aux collectivités le fait qu'on puisse redémarrer dans un laps de temps et dans une sécurité absolue la donnée suite à un incident, quel qu'il soit, sur l'informatique. Alors avant de poursuivre, Cyril, une question à Jean-Michel ou Philippe. Où en sont les collectivités vis-à-vis des PCA et des PRA? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez commencé à parler avec des collectivités sur ces sujets-là? Est-ce qu'elles ont montré un intérêt particulier? Où est-ce qu'elles en sont sur leur réflexion et peut-être leur implémentation par rapport à cette problématique? Jean-Michel ou Philippe? On va dire que depuis maintenant 5 ans, les collectivités mettent en œuvre leur PRA. Donc mettent en œuvre leur deuxième site de production, les réplications entre le premier site et le deuxième site, pour avoir une possible reprise d'activité en cas de sinistre. Mais comme je disais tout à l'heure, quel qu'il soit, que ce soit un sinistre naturel, que ce soit une erreur humaine, tout simplement, et un administrateur qui fait une erreur sur une base de données et efface justement un certain nombre de données, le système, ayant copié cette base de données sur le deuxième site, permettra quasiment automatiquement et très rapidement de récupérer les données initiales. Donc maintenant, les collectivités, si on parle sur l'Île-de-France, ont 80%, on va dire, d'utilisation de plans de reprise d'activité. Des collectivités qui font du PCA avec reprise instantanée, c'est encore dans les cartons, c'est encore en réflexion à l'heure actuelle. D'accord. Bon. En tout cas, elles y réfléchissent, elles ont conscience que c'est un besoin. Si je peux me compléter. En fait, toute la question est le bénéfice-risque. C'est un peu comme une assurance. Vous payez une assurance, mais vous espérez ne pas utiliser, quoi. Et effectivement, toutes ces notions de PRA, et encore plus le PCA, effectivement, ça a un coût. Et effectivement, la complexité, c'est évaluer le bénéfice-risque versus qu'est-ce qu'on risque de perdre par rapport à si demain on a une attaque. Je pense que cette année, le nombre d'attaques qu'on peut voir, j'ai en tête un CHU qui a plus de 20 attaques par jour. Bon, je ne vais pas le citer, mais ils arrivent à faire face, parce qu'effectivement, ils se sont vraiment organisés, structurés pour vraiment faire face à ce nombre d'attaques quotidiennes, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir. Mais je pense, comme disait Jean-Michel, il y a une prise de conscience, effectivement, des collectivités que ça peut arriver aussi chez eux. Et l'idée, c'est de trouver le bon curseur, un peu comme notre Pareto, 80-20. Qu'est-ce que je mets en place ? Choisir, se renoncer. Voilà, qu'est-ce que je ne fais pas, mais à un moment donné, je ne peux pas non plus tout faire, pour éviter, pour contenir, entre guillemets, au mieux si demain j'ai une attaque, et comment je réagis au mieux. Parce qu'en fait, on peut se prémunir, mais après, il y a deux aspects. Il y a aussi la partie comment je réagis et comment je reconstruis. Et c'est ça aussi qu'on essaye d'évangéliser, d'expliquer à nos collectivités. C'est anticiper, c'est bien, la prévention, c'est bien, la sensibilisation, c'est très bien. Il faut aussi prévoir quand ça va arriver, parce que ça va arriver. C'est quand, ça va arriver. Ça va arriver. Donc comment on agit, comment est-ce que tout est prêt pour avoir les numéros qui vont bien, à qui appeler, est-ce que les partenaires sont préparés pour s'il y a besoin de disques, s'il y a besoin de baies particulières parce qu'ils sont totalement contaminés, comment on peut les avoir rapidement. C'est vraiment cette préparation qu'on martèle, entre guillemets, je pense que le mot est juste, qu'on martèle à nos clients, à nos collectivités pour vraiment qu'ils soient prêts et que ça déroule un plan. Exactement comme un pompier qui arrive sur un sinistre, exactement comme un commandant de bord, quand il y a un warning qui apparaît sur un écran, il sait d'avance ce qu'il doit faire. D'accord.
Cyril, je reviens à vous. Il y a dans le portefeuille de solutions d'HPE une solution qui s'appelle SimpliVity. On la détaillera d'ici quelques minutes. Cette solution, elle a un point particulier, c'est que c'est une solution hyper convergente. Qu'est-ce qui différencie aujourd'hui une architecture classique d'une architecture hyper convergente, hyper convergée même, je dirais? Qu'apporte l'hyperconvergence par rapport vraiment à une approche classique, notamment dans un cadre qu'on a évoqué à l'instant, celui d'un PCA et d'un PRA? Alors, premier point important lorsqu'on parle de l'hyperconvergence SimpliVity, c'est que déjà on est sur une notion de simplification à l'extrême de toute la partie administration liée à un environnement VMware, donc liée à un environnement virtualisé. L'hyperconvergence va permettre à une DSI d'automatiser quasiment la totalité de ses process d'administration de cette plateforme, avec une création des VM, une augmentation des VM sur un simple clic à travers l'hyperviseur de VMware. Donc il n'y a déjà pas de console d'administration propre à SimpliVity. On est sur une console qui est purement et simplement l'usage fait sur le vCenter VMware. Deuxièmement, on est sur une notion où on a une notion de protection intégrée à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de la partie hardware avec une notion de RAID disk par nœud. On a une notion de RAIN. Donc RAIN, c'est en fait l'hyperconvergence SimpliVity intègre une copie en temps réel de la donnée écrite sur différents nœuds, ce qui fait que si on perd un nœud, on ne perd pas la donnée, on n'arrête pas la production. Ça, c'est important parce que ça permet vraiment aujourd'hui de garantir le fait que la donnée est stockée sur du SimpliVity, elle n'est pas, entre guillemets, perdable. Et dernier point, aujourd'hui, avec l'hyperconvergence, on est dans une notion où on va intégrer, et ça d'une manière, c'est pas une option, c'est intégré dans le système, une protection de la donnée qui va être présente à l'ensemble des niveaux que le client va souhaiter mettre en œuvre. Ce que j'entends par là, c'est tout à l'heure, je vous ai montré un slide où on avait la notion de clone, la notion donc de sauvegarde, la notion de PRA ou la notion de PCA. Aujourd'hui, à travers SimpliVity, avec le clic droit sur la machine virtuelle que vous allez souhaiter protéger, vous allez avoir accès en fait à un choix de pouvoir répliquer la donnée, soit si vous êtes sur un cluster et uniquement un cluster de production sans sauvegarde extérieure ou sans PRA, vous allez pouvoir créer des clones de vos VM directement sur la machine à travers un clic droit en définissant dans un premier temps le temps de tous les clones, donc le délai de clone que vous allez générer. Donc le minimum que aujourd'hui SimpliVity sait faire, c'est toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes va être créé un clone de cette machine qui va être stocké localement sur le cluster, ce qui va vous permettre, notamment en cas de ransomware, de pouvoir redémarrer à n'importe quel moment et avec un temps très rapide votre production avant la mise en œuvre du ransomware, afin de pouvoir redémarrer votre production et passer, entre guillemets, les correctifs de nettoyage de sécurité correspondant en fait au ransomware que vous avez eu sur votre production. Également, dans un second temps, avec le même clic droit, si vous bénéficiez d'une architecture Storons, donc qui est la plateforme de protection de la donnée de type sauvegarde d'HPE, vous allez pouvoir externaliser ces clones sur cette plateforme, donc sur lequel vous pourrez également, par exemple, faire du Vim, pour exemple, mais également donc externaliser ces clones qui sont centralisés toutes les 10 minutes vers une plateforme extérieure de type Storons, afin en fait de permettre, au cas où votre plateforme a un incident hardware majeur, de pouvoir redémarrer sur la base de ces clones votre production sur la production SimpliVity ou sur une autre plateforme SimpliVity si vous en avez une autre. Et de la même manière que vous soyez sur une notion de PRA ou de PCA, donc là ce qui va faire la différence, c'est purement le lien réseau entre le cluster de production et le cluster cible au niveau du backup, être capable de proposer une approche de PRA ou de PCA simplement avec ce clic droit en disant mes clones SimpliVity, je vais toutes les 10 minutes les envoyer sur une autre plateforme SimpliVity, que ce soit dans une salle à côté ou dans un site sur un autre bâtiment, et donc ça de manière totalement automatisée et à travers simplement un clic droit. Et cette approche SimpliVity, déjà on est la seule à la proposer sur le marché. Ce n'est pas une option, elle n'est pas limitée en nombre d'usages ou en nombre de machines virtuelles, elle intègre la totalité des données. Il faut bien prendre en compte aussi que SimpliVity intègre de la déduplication active sur ces équipements, ce qui veut dire que tous ces clones vont avoir un impact très minime sur le stockage que vous allez utiliser sur les clusters.
et donc va permettre aux clients de pouvoir mettre en place une vraie stratégie de protection de la donnée, et tout simplement à travers un simple clic droit sur sa machine virtuelle. Cyril, est-ce que vous pouvez mentionner avec nous un ou deux exemples d'entreprises, d'organisations, de collectivités qui ont choisi de déployer SimpliVity, et est-ce que vous pouvez nous dire quels bénéfices justement elles en ont tiré à l'issue de ce déploiement? Alors, sans citer de nom, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, mais voilà, aujourd'hui, il faut savoir qu'on SimpliVity a vraiment une position très très forte dans tout ce qui va être environnement, collectivité. C'est un choix aujourd'hui qui est vraiment fait d'une manière assez importante par ce type de clients pour HPE. L'objectif aujourd'hui qu'on a avec cette solution, c'est de permettre aux clients vraiment de faire des économies sur la notion d'architecture, d'urbanisation de l'architecture, parce que quand on hyperconverge une infrastructure, on diminue drastiquement le nombre d'équipements dans le data center. Bon, déjà, il y a une notion de green attitude, c'est important, c'est une stratégie forte chez HPE. Deuxièmement, on apporte une simplification à travers ce que j'expliquais tout à l'heure, donc toute la notion d'automatisation. Donc, dans un environnement de collectivité où les SI ont aujourd'hui beaucoup de missions liées notamment aux nouveaux services des utilisateurs à mettre en œuvre, simplifier le SI dans le data center, simplifier et garantir une continuité de disponibilité de la donnée et protection de la donnée, c'est un vrai argument aujourd'hui pour ces SI, parce que ça leur permet de se concentrer sur des choses notamment que l'utilisateur, soit appelé client de la collectivité, a besoin, tout ce qui va être service à la collectivité locale. Et donc dans ce cas-là, voilà, pour faire simple, pour répondre à votre question, aujourd'hui on a beaucoup de clients de type SDIS, de type mairie, de type CG, choses comme ça, qui en fait vont faire hôpitaux aussi important, qui font le choix de cette technologie parce que en une solution, ils retrouvent la totalité des attentes qu'ils ont sur un SI de dernière génération. Vous avez dit pas mal de choses, Cyril, sur SimpliVity et le PCA et le PRA. On a notamment une slide, et notamment normalement une slide qui va arriver rapidement et qui va être projetée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler assez rapidement les bénéfices justement qu'on a lorsqu'on déploie et qu'une collectivité peut retrouver lorsqu'elle choisit de déployer SimpliVity, en tout cas de s'appuyer sur SimpliVity lorsqu'elle va construire son PCA et son PRA. Il y a une slide, je le précise, qui va arriver dans quelques instants. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, à travers SimpliVity, ce que la collectivité doit prendre en compte, c'est qu'elle peut très bien commencer à l'instant T avec un cluster de 2 nœuds. Donc, il faut savoir que SimpliVity démarre sur la base d'un cluster de 2 nœuds pour avoir une sécurisation de la donnée dans ce cluster. Donc, établir une protection de la donnée en local à travers ces fameux clones, donc cette capacité de stocker des clones de ces VM au fur et à mesure de l'évolution de son ASI. Puis demain, par exemple, évoluer avec une intégration dans son SI d'une solution Storance, une solution de sauvegarde HPE qui va permettre donc d'externaliser ces fameux clones sur cette solution et aussi de faire une solution de sauvegarde standardisée du type Vim ou Veritas. Mais également demain, alors soit on a déjà eu le cas chez les clients qui vont aller installer un seul et unique nœud sur un autre site, parce qu'il faut savoir que SimpliVity est capable aussi de fonctionner avec un nœud, ce qui fait l'usage, c'est-à-dire que le client aurait une architecture 2 vers 1, c'est-à-dire qu'il aura une capacité d'avoir une production basée sur 2 nœuds avec une sécurité liée à la protection des 2 nœuds, et en cas d'incident sur ce cluster majeur, de pouvoir redémarrer sur un cluster unique, donc à moindre coût, sa production, le temps que la production du cluster de prod revienne à la normale. Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est un genre de Lego, pour faire simple, SimpliVity. Quelle que soit la typologie de nœud que vous allez mettre, quel que soit votre besoin de SI, qu'il soit petit, mais ou qu'il soit très important, SimpliVity va permettre de s'adapter au fur et à mesure, et surtout sans jamais perdre les investissements de base. Ça, c'est une stratégie très forte chez SimpliVity, c'est quand vous avez fait le choix de basculer votre informatique sur du SimpliVity, l'évolution de votre SI nécessitera toujours l'usage et la réutilisation des nœuds que vous avez déjà acquis. Donc on n'aura pas à un moment donné un arrêt brusque entre les anciens nœuds et la nouvelle génération. On aura toujours une capacité d'intégrer ces nouveaux nœuds au fur et à mesure de l'évolution de votre SI par rapport à vos besoins en environnement ressources informatiques. Jean-Michel, pourquoi SimpliVity aujourd'hui, c'est un choix technologique pertinent pour vos clients ?
Justement, par rapport à ce que Cyril disait, c'est une collectivité qui veut faire son PRA pourra facilement avoir 2 nœuds sur son premier site, un 3e nœud sur un 2e site, les répliquer avec un rapport qualité-prix vraiment différenciant sur le marché. On disait tout à l'heure, on part sur des environnements VMware. Les collectivités sur l'Île-de-France utilisent à 80-90% du VMware et ça correspond exactement à leur écosystème. Donc, utiliser justement une solution HP SimpleVT correspond vraiment à une évolution de leur système d'information et le permet de leur apporter justement des briques de sécurisation complémentaires. On a parlé d'OBS, on a parlé de vous, Orange Business Services, pendant toute cette émission. J'aimerais qu'on revienne maintenant, pour finir cette émission, un peu plus en détail sur ce que vous proposez vraiment à vos clients et sur votre manière de les accompagner. Un mot, Philippe, sur justement quel type d'accompagnement vous proposez à ces clients et comment est-ce que vous faites en sorte justement qu'ils soient en mesure d'être mieux protégés. Alors très rapidement, effectivement, j'ai déjà abordé tout à l'heure, donc on a structuré notre démarche autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la prévention. Comment on se prémunit, comment on anticipe, comment on forme, comment on sensibilise nos clients, nos collectivités pour qu'ils soient prêts le jour J, quand une attaque ou une crise, entre guillemets, va arriver. Donc ça passe par définir des processus clairs, un RACI clair, c'est qui l'incident manager, les gens en astreinte, qui on appelle chaque week-end. On sait, pour ne pas reprendre une expression d'un ancien président, les problèmes arrivent toujours en escarille. Il faut toujours prévoir le pire. Comme ça, entre guillemets, on sait qu'on sera prêt, ou le maximum prêt. Sensibilisation également. On voit encore trop souvent, chez certains clients, des mots de passe admin codés en dur dans le champ commentaire. C'est un exemple, mais il est réel. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est simple. Au moins, quand l'admin part en week-end, l'autre administrateur le connaît. Bon. Entre guillemets, ça, c'est un backdoor qui est monumental. Donc, sensibilisation, prévention. Deuxième aspect, réagir. Comment on mobilise en temps et en heure, ou plutôt les experts qui vont bien, que ce soit cyberdéfense, sécurité, cloud, pour que lorsqu'une attaque est présente, on arrive à la contenir dans le bout du SI qui est contaminé. Parce que quand une attaque, peut-être tout le SI est impacté, peut-être pas. Donc si on peut éviter que ça se propage, autant le faire. Également, communiquer par rapport au client. Parce que le client, s'il ne peut plus passer une commande, s'il ne peut plus se connecter et autres, il y a aussi une part de communication qui est importante. Plus la communication est maîtrisée, mieux ça montre, entre guillemets, une certaine préparation et ça rassure, entre guillemets, lorsqu'il y a une crise. Le dernier aspect, rapidement, c'est reconstruire. Généralement, quand on arrive à contenir sur une baie de stockage, sur un applicatif, sur certaines lames de serveurs, entre guillemets, le problème, généralement, il faut le reconstruire, le réinstaller. Donc c'est comment avoir les profils, les ressources au plus tôt égal dans les 24 heures, parce qu'on ne peut pas dire rendez-vous dans un mois, j'ai pas le temps, mes équipes sont ailleurs, pour accompagner nos clients effectivement dans la reconstruction, parce que leur SI est vital. Et ils savent pas, ils ne peuvent difficilement travailler sans leur SI, sans leur messagerie, sans Internet, sans leur application métier. Et je ne parle même pas des CHU, des hôpitaux et autres collectivités, quoi. Dans quelle mesure vous êtes capable de mobiliser des ingénieurs et des techniciens justement pour permettre aux collectivités qui seraient touchées de très vite se relever et de très vite remettre leur SI d'aplomb? En fait, OBS est structuré alors, en interne OBS, on parle le voyage de la donnée. En fait, le OBS est structuré autour de la complémentarité entre la collecte de données, le transport de la donnée, donc le réseau, le stockage, le traitement, le cloud, l'analyse avec la BI intelligence, la data analyse, et la partie restitution aux utilisateurs finaux, tout en sécurisant de bout en bout. À travers ces 6 étapes que je viens de citer, en fait, vous avez une direction spécialisée avec des ingénieurs, des experts sur chaque domaine. Pourquoi? Parce que, en fait, on se rend compte que quand un client a une crise ou a une attaque, il n'y a pas qu'une partie qui est impactée, il n'y a pas que le réseau, il n'y a pas que l'annuaire, il n'y a pas que tel SI. Généralement, c'est l'ensemble du système, et pour trouver la route cause, il faut avoir les ingénieurs qui vont bien. Donc, on s'est structuré, OBS s'est structuré au fil des années pour effectivement apporter ce type de réponse globale au client, et pas, je suis désolé, je suis que spécialiste réseau, je suis que spécialiste cloud.
cloud. Également, pour répondre à nos clients en mode anticipation, on a de mémoire 16 cyberSOC, une dizaine de SOC, donc des Security Operation Center, qui sont spécialisés pour détecter, maintenir en conditions opérationnelles, mais aussi faire de la prévention pour, entre guillemets, un peu comme les éditeurs d'antivirus qui publient régulièrement des patchs ou des notes pour justement informer nos clients. Et dernier point, c'est que on sait que l'expertise, c'est le nerf de la guerre sur ce type de sujet. Et donc, il y a une politique de croissance, effectivement, côté OBS. Il y a aussi une politique de partenariat avec des partenaires choisis, référencés, avec qui on revoit effectivement annuellement, avec la structure Orange, effectivement, le niveau de partenariat et le niveau de réactivité. Et c'est pour ça que ça nous permet, je l'ai en tête, je me rappelle encore le 24 décembre, un groupe hospitalier où 19 sites étaient plantés, entre guillemets, à cause d'une cyberattaque. Il a fallu déployer 19 personnes en 24 heures pour aller sur chaque site et patcher, entre guillemets, les postes de travail. Bon, grâce à nos partenaires, grâce aux gens et aux femmes d'OBS, on a pu effectivement être au rendez-vous et en quelques jours remettre, entre guillemets, le SI d'aplomb pour rendre le service aux utilisateurs finaux. Vous avez, pour faire simple, une escouade de gens qui sont de techniciens, de techniciennes, d'ingénieurs, qui sont capables d'intervenir très rapidement. Et Philippe, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Thomas. Merci à vous Philippe. Merci. Merci Cyril. Merci messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.